Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la Côte d'Ivoire fait des progrès dans le renforcement de la bonne gouvernance. C'est ce qui ressort de l'évaluation du pays. Le MAEP continental, mécanisme africain d'évaluation par la paix, a remis le rapport au vice-président de la République ce lundi. Timur Komédié-Koné a rappelé les instruments mis en place par le chef de l'État dans le cadre de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Les présidents d'instances en charge des élections dans les pays de la CEDEAO veulent garantir la transparence. Un symposium des commissions électorales membres du réseau des structures en Afrique de l'Ouest se tient en Côte d'Ivoire. Ils vont examiner et évaluer leur plan d'action commun pour garantir la transparence électorale. Lancés en 2017, les travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké se poursuivent. Une infrastructure routière qui tient à cœur au gouvernement. Un investissement de plus de 258 milliards de francs CFA. La première tranche de Tibissou est fin prête. Fera le point 4 ans après le début des travaux. Et puis, procès du 28 septembre en Guinée. Moussa Dadis Camara, appelé à donner sa version des faits ce lundi. La répression meurtrière a fait 157 morts, des centaines de blessés, des femmes violées. Pour lui, ces événements étaient un complot pour le faire partir. Ce lundi, il s'est tenu le lancement officiel du rapport d'évaluation pays du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, une cérémonie sous la présidence du vice-président de la République. Ce rapport montre toutes les étapes d'évaluation du pays en matière de bonne gouvernance. Timur Komédié-Koné s'est dit satisfait des conclusions du dit rapport. Awatoué. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, créé en 2003, est un dispositif de contrôle réciproque qui favorise la bonne gouvernance. L'adoption dans les pays participants de politiques, normes et pratiques conduisent à une forte croissance économique, un développement durable ainsi qu'à une intégration sous-régionale et continentale accélérée. Les principes du MAEP voudrait que le rapport soit remis solennellement au président de la République pour son lancement officiel à l'échelle nationale ainsi que sa dissémination à toutes les couches de la société. En accomplissant cette étape, vous permettez, excellent Monsieur le vice-président de la République, à la Commission nationale de poursuivre la mise en œuvre des étapes suivantes, à savoir la mise en œuvre du plan national d'action, l'élaboration des rapports d'étape qui seront progressivement présentés au forum à venir par son Excellence, Monsieur le Président de la République, devant ses pairs. Point focal du MAEP en Côte d'Ivoire, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, était représentée par le ministre délégué Kakou Wadja Léon Adom, pour qui le lancement de ce rapport est l'occasion de dresser le bilan de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. L'une des meilleures illustrations de la volonté de la Côte d'Ivoire de promouvoir la bonne gouvernance est assurément son adhésion au mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. En adhérant au MAEP, notre pays s'est montré favorable à une évaluation de sa gouvernance par les pays membres du MAEP. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette évaluation africaine que le rapport d'évaluation pays REP, objet de la présente cérémonie. C'est le lieu pour nous d'exprimer notre fierté d'appartenir à la grande famille du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et de confirmer une fois de plus notre ferme engagement à exécuter les différentes étapes du processus d'évaluation de base du MAEP. L'ambassadeur Chérif Ramani, panéliste en charge de l'évaluation de la Côte d'Ivoire, a présenté les grandes lignes du rapport d'évaluation de la Côte d'Ivoire. Au terme de cette évaluation, il me sied de dire au nom du panel que la Côte d'Ivoire a fait des avancées majeures depuis la crise politico-militaire. La consolidation de ces avancées, le renforcement des efforts de réconciliation nationale, de paix, de stabilité, qui sont le socle et la condition du développement économique et social durable. Vous avez assuré une transition douce, fluide, et pacifiée, en mettant la Côte d'Ivoire en tant que pays leader en Afrique en matière de gouvernance. Le vice-président de la République, Timur Komédié-Koné, a pour sa part salué le secrétariat continental
et la Commission nationale du MAEP pour la qualité du travail avant de relever les avancées notables en matière de bonne gouvernance. En engageant la Côte d'Ivoire dans le MAEP le 29 janvier 2015, le président de la République entendait mettre le pays aux normes de la gouvernance internationale. Son ambition était aussi de le remettre sur les rails du développement socio-économique et du progrès après les différentes crises connues par le pays. Au plan stratégique, notre pays a renoué avec sa tradition de planification qui avait fait son succès. Élaboré et adopté lors de la sortie de crise, a mis l'accent sur la consolidation de l'environnement sécuritaire, la paix, la cohésion sociale, ainsi que la croissance économique et le progrès social. L'État ivoirien a aussi procédé au renforcement des institutions nationales pour la mise en œuvre d'une politique vertueuse de gouvernance. Ces réformes ont ainsi permis d'améliorer les différents classements et indices de gouvernance de la Côte d'Ivoire, notamment la qualité de l'environnement des affaires et la compétitivité de l'économie, ainsi que la perception de la corruption. La lecture de ce rapport d'évaluation pays a montré que l'adhésion de la Côte d'Ivoire au mécanisme MAEP s'inscrivait dans une approche coordonnée et cohérente de gouvernance tant au plan stratégique, institutionnel qu'opérationnel. La Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, le 29 janvier 2015 à Addis Abeba, avec la création en juin 2015 de la Commission nationale du MAEP, qui a pour mission de mettre en œuvre le processus MAEP en Côte d'Ivoire. Et avec ces bons points dans la gouvernance, la Côte d'Ivoire prend la parole hors du pays. Allons à Washington en marge du sommet Afrique-États-Unis qui ouvre ses portes demain. Le Premier ministre était ce lundi face à la Chambre de commerce américaine. Un rendez-vous économique dénommé USA Côte d'Ivoire Business Forum. Patrick Achi a invité les chefs d'entreprise à rejoindre la vague d'investisseurs intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Face aux hommes d'affaires américains ce lundi à Washington, le Premier ministre présente la force de la destination Côte d'Ivoire. Les deux pays qui entretiennent d'excellentes relations veulent renforcer leur coopération économique. Au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, Patrick Achi démontre les progrès enregistrés en dépit des crises mondiales. Et nous avons donc présenté toutes les opportunités, la vision 2030 du président, les différents secteurs clés stratégiques dans lesquels ces investissements sont attendus et quelles étaient donc les possibilités pour les hommes d'affaires américains de s'intéresser à ces différents secteurs-là. Le Premier ministre invite le patronat américain à rejoindre la vague d'investisseurs intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Comme je leur ai dit, pour nous aujourd'hui, l'axe clé, c'est la chaîne des valeurs, c'est la transformation structurelle de notre économie, avec la transformation locale de nos matières premières. Et là, ils ont extrêmement bien perçu, je dirais, ces angles-là. Ils sont partants. Et je crois que ça a été une très, très, très riche et très bonne rencontre dont nous attendons beaucoup d'effets au niveau de notre croissance, mais surtout de l'impact sur nos populations et nos citoyens. Notons que le chef du gouvernement a eu cette journée plusieurs audiences, dont celle avec Scott Nathan, CEO de la Banque de développement des États-Unis. Ici en Côte d'Ivoire, des travaux au Sénat, Yamoussoukro, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, a présenté 2 projets de modification. Ils sont relatifs à la communication audiovisuelle et à la presse, des régimes juridiques qui vont permettre à la haute autorité de la communication audiovisuelle et à l'ANP de mener à bien leur mission. Le reportage de Kader Sogodogo. En prenant place au Sénat, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, avait à cœur de convaincre les sénateurs, membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, à dire oui à 2 projets de loi relatifs au régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle, production d'informations numériques, l'expérience et la responsabilité, protection des mineurs, l'Autorité nationale de la presse, ANP, et la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, AK,
ont de nouvelles dispositions légales pour travailler sereinement. Les médias sociaux sont également dans le viseur. Je voudrais rassurer les uns et les autres, parce que vous savez, et c'est cela justement un des gros handicaps des médias sociaux, c'est que parfois une phrase est sortie de son contexte, elle est montée en épingle, parfois c'est le lieu d'expression des émotions sans tenir compte de la réalité. Nous avons entendu beaucoup de choses sur ces textes. On a entendu parler de privation, donc de la liberté d'expression. On a entendu parler de restrictions. Mais je voudrais poser une seule question. En quoi demander à quelqu'un qui publie une information de se conformer aux règles d'éthique et de déontologie dont la presse elle-même s'est dotée est une forme de privation ou de restriction? Ces textes invitent tout simplement à se conformer aux règles d'éthique et de déontologie et aux grands principes de la communication audiovisuelle, qui sont des principes et des règles qui existaient bien avant l'adoption de ce texte. En dessous d'un article qui a été publié, la publication, la diffusion de tout commentaire est de la responsabilité du directeur de publication. Ce qui se passe dans le réel doit pouvoir se passer dans le virtuel. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, peut arborer un sourire. Les deux projets de loi ont été votés à l'unanimité par les sénateurs membres de la commission. Le déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre aussi, se poursuit à un taux de 95% avec le basculement de 35 émetteurs du système analogique au numérique. Le défi actuel de la société ivoirienne de télédiffusion est l'adhésion des populations à cette nouvelle technologie. Une délégation de IDT a sillonné la région du Hambol pour expliquer aux populations les avantages de la TNT et surtout comment acquérir les équipements. Le reportage de Soro Corona. Katiula, Nyakaramandougou, Tortilla, Badika, des localités de la région du Hambol, sillonnées par une délégation de l'IDT. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est couverte par la TNT. Nous sommes heureux de sillonner toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser et informer la population de la présence de la TNT. Leur annoncer que ce sont 7 chaînes gratuites qui peuvent recevoir avec un équipement, le kit TNT, qui est donc composé du décodeur et de l'antenne TNT. Les bienfaits et comment acquérir les équipements de la TNT sont expliqués aux populations qui étaient en manque d'informations. Ça va nous permettre de nous informer gratuitement parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de payer 5 000 francs par mois pour avoir les informations ou pour regarder la télé. La démarche de la direction de l'IDT de se rapprocher des populations est appréciée par le corps préfectoral. C'est une très bonne initiative de l'IDT de venir vers les populations pour les sensibiliser davantage sur cette nouvelle technologie, pour moi qui a beaucoup d'avantages pour les populations. Toutes les localités du pays seront visitées, peu importe les difficultés à surmonter par les équipes. Le DG, M. Yeo Adama Benoît, lui en tant que technicien aussi, l'homme de terrain, nous a donné avec ses véhicules pour pouvoir rallier les villages et hameaux et sous-préfectures départements, quel que soit l'état de la route, pour pouvoir porter cette information, cette sensibilisation auprès de la population. La télévision numérique terrestre offre aux téléspectateurs une qualité de son et d'image améliorée. La TNT favorise l'augmentation du nombre de chaînes pour une diversité de choix. Le Carrefour du terroir est lancé depuis ce lundi. Place de la Sorbonne au Plateau, c'est la grande foire pour la promotion et la valorisation de l'agro-transformation, un cadre de promotion des produits locaux qui permet aussi les échanges pour les opportunités d'affaires. Cette plateforme met en valeur le Made in Côte d'Ivoire. Vers la mise en place d'un système intégré de gestion des terrains industriels, une mission a été lancée ce lundi. Elle doit veiller à un accès facilité pour les acteurs. La mission est conduite par un consultant international. Il a présenté sa feuille de route aux acteurs. Jean-Luc Bambou. C'est une mission prévue pour durer 12 mois que lance le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PC7. Mission qui s'attellera à mettre en œuvre un modèle économique et financier pour la gestion des infrastructures industrielles. Le consultant international mandaté pour cette mission a présenté sa feuille de route.
Pendant cette première mission, c'est pour me familiariser avec le contexte, de rencontrer un maximum de parties prenantes du secteur privé et du secteur public pour savoir qui fait quoi, pour faire une revue documentaire des textes juridiques et réglementaires, aussi bien que les documents de politique industrielle, politique de développement économique de l'État. Structure chargée de la mise en œuvre de cette composante du PC7, la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, SOGEDI, a assuré les industriels de la volonté de l'État à les accompagner dans le processus de leur installation. Le projet que nous mettons en œuvre et les outils que nous allons développer vont faciliter énormément de choses. Et en ce qui concerne l'environnement même de travail, la mise en place de systèmes visant la dématérialisation donc de nos procédures pour permettre plus de flexibilité. Cette mission s'inscrit dans le cadre des réformes pour améliorer l'accès au terrain industriel. Elle devrait déboucher notamment sur l'institution d'un système d'information géographique, SIG, afin d'analyser toutes les données sur les zones industrielles en temps réel. Le PC7, faut-il le rappeler, est financé par la Banque mondiale et mis en exécution par une unité de coordination rattachée au cabinet du Premier ministre. Les infrastructures routières continuent de s'étendre aux autres villes. L'autoroute Yamoussoukro-Boaké a pris forme. La première tranche jusqu'à Tiébissou est fin prête. Un projet qui tient à cœur au gouvernement et les populations attendent de circuler plus aisément. 4 ans après le début du chantier, comment évoluent les travaux dans ce reportage? Kader Sogodogo nous fait le point. Voici l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, 37 km. 3 échangeurs. Plus de 82 milliards 707 millions de francs CFA d'investissement réalisés par l'État de Côte d'Ivoire et le soutien de la Banque islamique de développement. Les travaux avaient été lancés le 29 mars 2017 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 4 années après, la route dégage tout son charme. C'est sûr, voyageurs et conducteurs ne résisteront pas longtemps à ce charme. Quelques derniers détails sont à régler. Il ne reste que ce péage qui est exécuté aussi jusqu'à plus de 75%. Voilà, vous voyez, là, les équipementiers sont là pour tout mettre en place. Un détour à la section 2, Tiébissou-Boaké, 96 km, 7 échangeurs, un pont sur le camp, un pont de chevauchement des rails. L'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank Chine ont mobilisé 175 milliards 798 millions de francs CFA pour sa réalisation. Les travaux vont bon train et les nouvelles sont plutôt réjouissantes. Nous pensons que l'objectif sera atteint, même si on ne nous a pas livré la route en décembre 2022, en tout cas en début d'année. Les gens pourront rouler jusqu'à Boaké sur l'autoroute. Aujourd'hui, l'entreprise demande à faire des équipes de nuit pour pouvoir vraiment respecter les délais. Au total, l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou-Boaké représente 133 km pour un investissement de plus de 258 milliards de francs CFA. Dès sa prise de fonction, le président de la République, Alassane Ouattara, s'était engagé à faire de la construction de routes le point de départ du développement économique de la Côte d'Ivoire. De nombreuses routes continuent d'être réalisées. C'est le cas de l'axe Tiébissou-Sakassou-Béoumi, 74 km. Démarré le 15 septembre 2020, la route doit être livrée en juillet 2024. C'est une promesse du président de la République au royaume baoulé qui est traduite ici en réalité. Nous avons commencé les travaux depuis Sakassou. Nous avons 20 km déjà bitumés à la date d'aujourd'hui. Ensuite, il y a un total de 23 km de couches de base déjà stabilisées. On est ici au cœur du pays baoulé. Sakassou, c'est la capitale du royaume. La reine même habite Sakassou. Et cette voie tenait à cœur aux populations de cette région. Et le chef de l'État a donné des instructions au gouvernement d'entreprendre le bitumage de cette route. Et de l'autre côté, entre Sakassou et Béoumi, on a 42 km. Et là-bas, les terrassements se font. Donc le délai contractuel, c'est 3 ans. On est il y a 2 ans de travaux, mais l'entreprise nous a rassurés
qu'elle va respecter les délais. Cette route va également relier le pays baoulé au pays gourou. Plus de 90 km de routes bitumées seront réalisés. Il y a un autre projet qui prend de Béomi jusqu'à Genoula, Bédiala, jusqu'à Vavois. Vous avez la route de Béomi pour aller à Goïtafla, avec la bretelle qui va à Kounaïri. Là-bas, c'est pour un montant de 91 km et pour un montant de 105 milliards. Ici, on a 114 km pour un montant de plus de 34 milliards. Autoroute du Nord, route départementale. La Côte d'Ivoire est en chantier. Le pays qui a misé sur la paix et la cohésion sociale se donne un nouveau visage, beau et gai. Quelqu'un l'avait dit, la route précède le développement. Et d'autres chantiers du gouvernement, le ministère de la Justice a présenté le plan national des droits de l'homme, des actions en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies en charge des droits de l'homme. Les autres départements ministériels invités à s'impliquer dans la mise en œuvre de ce plan afin de renforcer l'équilibre social. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Dignité, liberté et justice pour tous, un des objectifs clés de la recommandation du plan national des droits de l'homme. Présenté aux autorités en charge de la question, ces résultats exhortent l'État à plus d'engagement en faveur de la promotion, de la mobilisation et de l'éducation aux droits de l'homme. Nous entendons la question des droits de l'homme comme un effort de réponse de la part du système des Nations Unies et du Haut Commissariat des Nations Unies en particulier aux besoins spécifiques exprimés par la partie avec laquelle nous coopérons. Il n'est pas question pour nous de venir ici avec des paquets préétablis. Nous sommes à votre écoute et c'est sur la base des discussions que nous allons avoir avec vous que nous allons répondre à vos préoccupations en tenant compte du contexte local et national. Cette présentation du plan national des droits de l'homme, couplée avec la commémoration de la Journée mondiale des droits de l'homme, appelle à la synergie de tous pour le respect de la dignité humaine. La satisfaction légitime que suscite l'existence du plan national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire ne doit pas faire oublier que ce plan est un outil, un instrument au service du plein exercice des droits de l'homme et non une fin en soi. Il nous revient dès lors de nous donner les moyens d'assumer sa mise en œuvre de la manière la plus efficace possible. La célébration apparaît comme une opportunité pour les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies d'inciter gouvernements et organisations impliquées à se mobiliser autour d'un partenariat solide et inclusif conformément aux objectifs du développement durable. Un autre plan, celui-là commun, pour garantir la transparence électorale dans la sous-région. C'est l'objectif du symposium des commissions électorales, membres du réseau des structures de gestion des élections en Afrique de l'Ouest. Les participants ouvrent les réflexions sur l'intégrité du vote à Grand-Bassam. Jean-Marc Djadji. Garantir l'inviolabilité et l'intégrité du vote, sujet d'intérêt notable pour les experts du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO. La sous-région enregistre 6 élections présidentielles contestées entre 2020 et 2021. Le taux de participation des électeurs en Afrique de l'Ouest est passé de 70,49% à 65,54%, selon les données de l'Institut international pour la démocratie et les élections. Ces résultats nécessitent un examen critique de la gestion électorale. Si les gens n'ont pas confiance dans les processus que nous déroulons dans nos pays, évidemment cela impacte négativement sur leur participation. Alors il est de bon ton que l'ensemble de nos organisations réfléchissent à cette question. Ces dernières années, il y a eu énormément d'évolutions en matière électorale. Déjà sur les questions liées au fichier électoral, nous sommes passés à la biométrie. Les présidents de commissions électorales ont échangé sur les bonnes pratiques et les audits en matière de gestion des résultats électoraux. Des mesures urgentes sont en vue afin de restaurer la confiance des populations vis-à-vis de la démocratie en tant que système de gouvernance. Demander aux candidats d'avoir des représentants dans les bureaux de vote pour que, dès lors que le citoyen a exprimé sa volonté, il faut que cette volonté soit préservée. Il y a aussi le transport des résultats jusqu'à la commission centrale. Il faut que cela se fasse de façon transparente
et dans une procédure aussi électronique que physique. Le symposium du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO, est couplé de la 8e Assemblée générale de l'institution. Fondé en février 2008 pour promouvoir des élections libres, équitables et crédibles, le réseau s'est inspiré de la déclaration de principes politiques de la CEDEAO de 1991. Et justement, puisqu'on en parle, la révision de la liste électorale se poursuit jusqu'au 20 décembre. Le candidat déclaré du RHDP à Yopougon invite les populations à s'inscrire. Adama Bictogo a rencontré les transporteurs de la commune. On le voit avec Michel Digré. C'est sa toute première rencontre avec les syndicats des transporteurs de Yopougon. Et pour ce premier contact, Adama Bictogo s'est imprégné de leurs conditions de travail difficiles. Il leur a demandé d'emprunter le quart du changement qualitatif de leur corporation. Mais pour y arriver, une seule clé, l'enrôlement sur la liste électorale. Comme vous le notez avec moi, vous voyez, ils ont une gare non couverte, une gare pratiquement inexistante. Et je pense que ce n'est pas une campagne, mais c'est surtout une forme de sensibilisation pour que les gens comprennent que leur bonheur dépend d'eux-mêmes et qu'ils ont un droit. Et que ce droit, il faut l'exprimer et cela passe par l'inscription sur la liste électorale. Adama Bictogo a aussi rencontré les pionnières de son parti à Yopougon. Pour la plupart, elles ne peuvent plus se déplacer, mais c'est des femmes qui ont milité à nos côtés depuis plus de 20 ans. Donc pour moi, il était bon d'aller les rencontrer, de leur expliquer l'intérêt qu'on a tous d'aller nous inscrire, mais surtout de par leur position, de par l'expérience qu'elles ont, de par ce qu'elles représentent dans la communauté. Elles peuvent être donc des éléments catalyseurs de l'inscription sur la liste électorale. Adama Bictogo a promis aider ces femmes âgées dans le cadre de la mobilisation de ressources pour la réussite de cette opération d'enrôlement. Révision de la liste électorale toujours dans la commune de Yopougon avec Jean-Marc Diagui cette fois. On le verra, les acteurs politiques profitent bien de la période supplémentaire accordée. Au PDCI RDA, le député Dia Oufouet mène la mobilisation des militants. Il a rencontré plusieurs chefs de communauté. Sillonner tous les coins et recoins de la commune de Yopougon pour faire passer le message de la nécessité de l'enrôlement sur la liste électorale. C'est ce à quoi s'attelle le député de Yopougon, Augustin Dia Oufouet. Ce week-end, le député du PDCI RDA est reçu par la chefferie traditionnelle de Yopougon, Atié et Banco 2. Pour Augustin Dia Oufouet, il faut faire en sorte que tous les militants du parti qui résident à Yopougon votent à Yopougon. On a des personnes qui vivent à Yopougon, mais qui votaient ailleurs. Donc pour ceux-là, ils doivent changer de lieu de vote. Donc il y a un certificat de résidence qu'on va mettre à la disposition. Et le certificat de résidence, il est gratuit. Nous avons été très enrichis par tout le mécanisme que l'honorable vient de nous expliquer. Je pense que nous, la jeunesse, étant représentants de la jeunesse, nous avons pris une part active à cette rencontre. Et donc après ça, nous allons éventuellement chercher à utiliser nos moyens de communication pour pouvoir appeler la jeunesse depuis l'âge de 18 ans jusqu'à ceux qui n'ont jamais été sur la liste électorale à se faire enrôler afin qu'ils puissent avoir le droit de vote. Cette tournée du député Augustin Dia Oufouet s'étendra à toutes les chefferies villageoises des différentes communautés qui vivent à Yopougon. En culture, je vous emmène dans le sud Comoé. C'était la 5e édition du festival Anitié. Le peuple Nzema était à l'honneur cette année. Plusieurs membres du gouvernement étaient à cette fête qui prône la culture et la tradition de cette partie du pays. Le point de la rencontre culturelle avec Ahmed Traoré et Issa Tionayo. La 5e édition du festival Anitié se positionne cette année comme celle de la maturité et de la pérennisation de toutes les célébrations culturelles dans la région du Sud Comoé. Pour le président du conseil régional, cette édition met en attraction le peuple Nzima Kotoko et ses 7 grandes familles qui bouclent le cycle des passages des 5 aires culturelles autochtones de la région. Aujourd'hui, nous en sommes à la 5e édition. Le chiffre 5 ne saurait être anodin. Dans nos catégories culturelles, puisque nous sommes en célébration de nos valeurs ancestrales propres, le chiffre 5 est très important.
Le chiffre 5, c'est donc le signe du bilan comme révélateur de ce qui est passé. Le chiffre 5 augure et inaugure la maturité qui annonce l'arrivée et l'avancée vers des horizons plus promoteurs et plus accomplis. Les membres du gouvernement et d'autres personnalités présentes s'engagent à soutenir ce festival. De plus en plus, nous avons des festivals qui se ressemblent. Et nous devons donc nous accorder pour que chaque fois, quand il y a un festival dans une localité, que les autres régions puissent venir gonfler le nombre pour lui donner une dimension nationale. Plus de 300 villages sont représentés au festival Agnitié, qui désormais est inscrit dans l'agenda culturel du ministère de la Culture et de la Francophonie. Samedi soir, dans la capitale française, le prix Marie-Laure d'Ivoire a tenu toutes ses promesses. L'excellence a été célébrée avec la diaspora ivoirienne. Les Ivoiriens vivant à l'extérieur, distingués pour leur engagement social et surtout pour avoir été des modèles. Le prix Marie-Laure d'Ivoire, c'est aussi la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial. National de Côte d'Ivoire, chanté dans les locaux de l'UNESCO. Une exécution pour célébrer la Côte d'Ivoire à travers ses filles et fils vivant en dehors de son territoire, et ceci autour d'un idéal commun, celui de l'excellence. Les prix Marie-Laure d'Ivoire viennent ainsi distinguer ces jeunes, ces femmes et ces hommes qui font honneur au drapeau ivoirien. Allez enfin valoriser nos frères et sœurs de la diaspora qui excellent dans leur domaine d'activité. Ces frères et sœurs qui sont venus à l'étranger, qui travaillent, qui défendent les couleurs de la Côte d'Ivoire, qui excellent dans tous les domaines d'activité, comme la culture, le sport, la science, la recherche. Il fallait à un moment donné les mettre à la lumière pour que ces personnes remarquables puissent servir d'exemple. Pour cette première édition, ils ont tous répondu présents, des plus connus aux anonymes, qui vendent bien la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Ces travailleurs de l'ombre, mis en lumière aujourd'hui par Marie Longoran, journaliste présentatrice du journal télévisé de RTI 1. Il faut que ces frères et sœurs de la diaspora retournent au pays pour aller investir. Il y a des opportunités d'investissement. La Côte d'Ivoire a besoin de ses filles et fils et c'est ensemble que nous pourrons la bâtir. Les prix Marie-Laure d'Ivoire, c'est aussi la promotion de la destination Côte d'Ivoire en attirant des investisseurs. Quand on parle de promotion, on parle de tourisme. Et parler de tourisme à la diaspora, ce n'est pas possible. Vous savez qu'ils vivent dans des pays à l'étranger qui sont une cible pour nous. Et il n'y a pas meilleur ambassadeur en termes de promotion de la destination Côte d'Ivoire que cette diaspora. Il n'y a pas meilleur agent pour aider au rayonnement de notre pays. Une initiative soutenue par la Mutuelle des familles de la diaspora ivoirienne et par l'UNESCO. L'ambassadrice Ramatali Bakayoko a signifié que ce prix vient renforcer les efforts de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Chères lauréates, chers lauréats, je vous présente mes vives et chaleureuses félicitations. Les trophées européens Marie-Laure d'Ivoire vous investissent d'une grande responsabilité, celle d'être des modèles de rigueur, d'humilité, d'abnégation au travail et de patriotes engagés pour le développement de leur pays, dont la jeunesse ivoirienne devrait s'inspirer. Représentant la ministre d'État, Kandia Kamara, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France s'est réjoui de l'initiative de Marie Longoran avant d'inviter ses compatriotes à être des modèles et surtout des ambassadeurs du drapeau ivoirien. C'est de dire à chacune et à chacun que vous êtes tous des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Il est vrai que nous sommes investis d'un statut d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. C'est un très grand mot. Mais vous êtes des ambassadeurs de tous les jours. C'est dire que vous portez le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce que votre pays est jugé, votre pays est vu à travers vous, vos actes, vos paroles, vos comportements. Ce soir, l'excellence culturelle est également au rendez-vous. Ceci avec la prestation de plusieurs groupes de danse de terroir ivoiriens, ainsi que des artistes vivant de l'Hexagone.
reste de l'actualité, procès du 28 septembre en Guinée. Moussa Dadis Camara, appelé à donner sa version des faits ce lundi. La répression meurtrière a fait 157 morts, des centaines de blessés et des femmes violées. Pour lui, ces événements étaient un complot orchestré pour le faire partir. Et voilà qui m'interrompt ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que quand l'oiseau ne connaît pas un arbre, il ne va pas s'y reposer. Dieu le voulant, on se retrouve demain.